Donc une visite d'État qui se clôturera par un discours devant le Congrès des États-Unis mercredi prochain. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que Emmanuel Macron fait preuve de suivisme par rapport à Donald Trump? C'est un petit peu ce qu'on pense, mais pour des raisons différentes, aux deux extrémités du spectre politique. Je vous propose d'écouter successivement Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, et Louis Alliot, le vice-président du Front National. Donald Trump, c'est l'homme qui respecte pas la COP21, qui en a rien à fiche de l'écologie, qui a une vision brutale de l'action internationale, qui frappe sans passer par des mandats de l'ONU. Moi, j'apprécie pas ce modèle-là, c'est un peu bizarre. Et je pense que Emmanuel Macron ne gagne rien à venir comme ça, un petit peu s'aligner sur ce trumpisme souvent assez belliqueux. Il y a derrière ça quand même une forme d'atlantisme. J'aimerais dans le même temps que M. Macron ait les mêmes relations avec la Russie, avec la Chine et avec un certain nombre d'autres pays, parce que nous devons jouer l'indépendance des relations internationales de la France et pas le suivisme. Voilà. Bruno Jambard, est-ce que dans l'opinion, un voyage de ce type peut être interprété comme une forme d'alignement sur l'homme au pouvoir aux États-Unis? Alors, je pense que non, dans la mesure où quand même il y a une relation d'alliés de la France avec les États-Unis. C'est pas nouveau, c'est pas lié à Macron et ça a été le cas avec tous les présidents récents. Après, il y a la personnalité très spécifique de Donald Trump. Et c'est vrai que déjà l'année dernière, quand il est venu pour le 14 juillet, il y avait eu un débat et on avait vu quand même que dans l'opinion publique, c'était assez partagé entre ceux qui soutenaient cette invitation en fait, à Donald Trump et ceux qui étaient défavorables. Donc il est possible que la répétition et le sentiment que peut donner Emmanuel Macron de faire vraiment de Donald Trump un partenaire très privilégié et je dirais une personnalité avec laquelle il discute beaucoup, peut effectivement troubler dans l'opinion. On le sait aussi, une période où il y a un certain nombre de sujets internationaux qui fâchent. On a vu politiquement que l'intervention en Syrie n'a pas fait consensus dans la classe politique. Et donc c'est vrai que c'est je dirais, un risque que prend le président de la République. Judith Weintraub, sur le fond, est-ce qu'on peut dire que Emmanuel Macron est un peu à la remorque de Trump, ou ça vous paraît un mauvais procès? Oui, on pourrait dire que Trump est à la remorque d'Emmanuel Macron, ce que n'avait pas été Obama par rapport à François Hollande sur la Syrie. En tout cas, rappelez-vous, c'est parce que Obama n'avait pas respecté la ligne rouge qu'il avait lui-même tracée en cas d'utilisation d'armes chimiques, que Hollande avait renoncé à la frappe qu'il voulait conduire. Emmanuel Macron a un certain courage et un certain sens de la provocation à faire ce voyage aux États-Unis, ce voyage en grand décorum, avec des séquences intimes, un discours devant le Congrès. Enfin, vraiment, c'est le grand jeu. C'est le grand jeu, voilà, merci. Le grand jeu, au moment où précisément l'opinion et une grande partie des médias, dont nous extrayons évidemment, pratiquent un anti-trumpisme primaire et fièrement assumé. Qu'on l'apprécie ou pas, Donald Trump est le président des États-Unis. Sur les deux points qui sont pour le moment les points les plus chauds entre la France et les États-Unis, c'est-à-dire l'accord de Paris sur le climat dont Trump s'est retiré et l'accord avec l'Iran pour la non-prolifération nucléaire dont Trump menace de se retirer, quand on n'est pas d'accord avec le président de la première puissance mondiale, on va le voir et on discute. Alors l'accord avec l'Iran, justement, c'était un des sujets qui était au sommaire de l'interview que Emmanuel Macron a donné à la chaîne de télévision conservatrice Fox News. Regardez. Would it be a mistake for the president to pull out of the Iran nuclear deal? Is this agreement perfect, and this JCPOA a perfect thing for our relationship with Iran? No. But for nuclear, what do you have as a better option? I don't see it. I don't have any plan B for nuclear against Iran. So that's a question we will discuss. But that's why I just want to say on nuclear, let's preserve this framework because it's better than a sort of North Korean type of situation.
Arnaud Champremier-Trigano, c'est la classe quand même, ce président, d'abord qui parle un anglais fluide, et puis qui dit à Trump, bah, écoutez, c'est peut-être pas idéal, mais c'est quand même mieux que rien. C'est la France qui tient sa place, ça? Alors, on a eu d'autres présidents qui parlaient moins bien anglais, qui tenaient leur place face au président. Je pense à Jacques Chirac, bien sûr. Hein. Donc c'est la tradition. Jacques Chirac, à cause de l'Irak, on rappelle, contre Jacques Chirac, qui était opposé à l'opposition occidentale en Irak, la deuxième. Absolument, c'est l'Académie Saddam Hussein. Et donc voilà, donc c'est le rôle traditionnel de la France. Toute la question est de savoir, dans un monde qui devient un monde non plus bipolaire mais multipolaire, est-ce qu'il va réussir à trouver un équilibre dans les relations internationales? Moi, je pense que oui. Là, on le voit, on prend une séquence détachée du reste, déconnectée du reste de la politique étrangère, mais si on essaie de rattacher au reste, on voit bien qu'il a beaucoup soigné Vladimir Poutine. Que ses relations avec la Chine sont renforcées. Donc que la France essaye de trouver cet équilibre-là. Et si c'est ça la stratégie de la France, alors elle est intelligente. Si c'est de l'atlantisme et de s'aligner derrière les États-Unis, surtout au moment où Trump en est président, c'est une folie et c'est une vraie erreur stratégique. Donc il est un peu tôt pour juger de la politique étrangère d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai la sensation qu'il cherche un certain équilibre et il cherche à être central, au moins en tant qu'interlocuteur européen. Et s'il peut parler au nom du continent européen, qui est quand même très décapité. Qui peut parler en Italie, en Allemagne peut-être, mais Merkel est très affaiblie, en Espagne plus vraiment. Donc il n'y a plus que la France qui peut porter cette voix européenne. Voilà, c'est ce qu'il essaie de faire avec une certaine, je pense, adresse, mais on verra. Mais en tout cas, pas d'alignement atlantiste, ce serait une faute grave, et ce serait contraire aux traditions de la France d'ailleurs. Donc pour l'instant... vous êtes plutôt les uns et les autres approbateurs de la position d'Emmanuel Macron. Sur Twitter, on vous a posé la question, trouvez-vous qu'Emmanuel Macron est trop atlantiste? Mais justement, réponse à l'hypothèse que vous évoquiez. Écoutez, 42% trouvent que oui, 58% trouvent que non. Voilà des commentaires. Chantal, par exemple, qui nous dit « Il n'est pas du tout trop atlantiste. J'ai 71 ans et pour moi, M. Macron est le président qu'il nous fallait. » Même si quelquefois, ça fait du mal au porte-monnaie. Ça, c'est peut-être une allusion à l'augmentation de la CSG. Quant à Betsy, elle nous dit « Notre pays peut avoir une approche différente des Américains et néanmoins rester allié sur de nombreux dossiers. » Jean-Christophe Husson, est-ce que vous trouvez aussi qu'il y a le bon équilibre entre Washington et Moscou, pour reprendre l'exemple donné à l'instant par Arnaud Champremier-Trigano de la part d'Emmanuel Macron? Moi je pense que c'est l'image qu'il veut renvoyer. Tout son enjeu, c'est de donner l'impression qu'il parle au nom de l'Europe. Et tout l'enjeu, c'est de faire comprendre qu'il est l'Europe, alors que ce soit la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, qui sont les deux autres grandes puissances européennes, sont très atlantistes. Lui, effectivement, il veut rester sur cette ligne. Et la preuve en est, c'est que ce matin, je crois qu'avant de décoller, il a appelé Poutine pour se mettre d'accord sur ce qu'il va dire à Washington sur l'accord avec l'Iran, pour maintenir cette position. Mais ce même Macron, il y a une dizaine de jours, a bombardé, avec les États-Unis, la Syrie. Donc on est dans le en même temps macronisme absolument parfait, mais qui peut être une qualité en l'espèce pour dire l'Europe, effectivement, est totalement otanisée, puisqu'on passe notre temps à armer l'Est de l'Europe face aux dangers russes, qui, à mon avis, est inexistant. Et ça, pour l'instant, Macron, il est sur cette ligne-là. Tant qu'il reste sur cette ligne-là, les États-Unis ne le verront que comme un auxiliaire de leur propre puissance. Mais à partir du moment où il commence à glisser des accords avec la Russie, là, il deviendra important il deviendra un interlocuteur différent pour Trump. Et j'ajouterais qu'il a un atout. Je pense que Macron a compris que Trump est un garçon assez étrange. C'est pas un scoop de dire ça. Regardez, il y a 6 mois, sur la Corée du Nord, il était sur le point d'appuyer sur le bouton et de nucléariser le pays. Et là, on est à un mois d'une espèce de rencontre historique totalement inattendue, sinon par notre ami Georgi Kuzmanovic, qui en avait déjà parlé. Mais en l'occurrence, de la France insoumise qui était sur ce plateau la semaine dernière. Il a compris que Trump est quelqu'un d'étrange et qu'il a un atout pour lui, c'est qu'il est jeune, c'est qu'il vient du milieu des affaires et c'est qu'il vient de hors parti comme Trump. C'est-à-dire qu'il pense que, contrairement aux autres chefs d'État d'autres nations, il peut séduire Trump par ses qualités, en tout cas cette origine un peu étrange. Et on sait combien Trump, regardez son gendre, qui avait à peu près l'âge de Macron, je crois, il l'a fait monter. Donc il aime bien cette idée d'avoir... Macron a construit toute sa carrière avec des personnes beaucoup plus âgées que lui, dont il suivait fidèlement. Il sait s'y prendre. Il sait s'y prendre. Donc, je pense qu'il parie là-dessus. Alors, peut-être que c'est de l'arrogance, peut-être que c'est de la prétention, mais il parie sur cette idée qu'il va peut-être convaincre Trump de certaines choses que d'autres ne pourraient pas avec des méthodes plus traditionnelles.
Oui. Un mot Non. critique peut-être, parce que dans ce concert de louanges, non, Non. mais vous n'êtes pas obligé, la parole est libre ici, vous le savez. Je vais quand même essayer de faire quand même une critique. Je vois très bien ce que veut dire Jean-Christophe, et c'est à l'évidence l'objectif d'Emmanuel Macron d'être l'homme par qui le dialogue entre la Russie, où il va se rendre, et les États-Unis, où il est sur le point d'atterrir, n'est pas rompu. Mais on risque aussi, je ne suis pas sûre d'ailleurs que ce soit pour se caler avec Poutine qu'il l'a appelé. Il l'a appelé, mais sans doute pour lui dire voilà ce que je vais dire au président, et pas pour se mettre d'accord avec lui. Toute la question, c'est est-ce qu'on ne va pas atteindre aux limites du fameux en même temps par rapport à un Trump qui est clairement du côté de l'Arabie Saoudite dans le conflit syrien et plus largement, et un Poutine qui, lui, continue de soutenir qu'il ne faut pas débarquer Bachar el-Assad, ni même faire quoi que ce soit pour l'empêcher de régner sur son pays comme il veut. La politique étrangère du en même temps, c'était déjà un peu celle de Gaulle. Hein. C'est un peu ça, cette recherche d'équilibre. Et c'est assez conforme. Ça a été repris après par François Mitterrand. Jacques Chirac l'a fait. Donc on est assez proche. Il y a eu un tournant avec Sarkozy, avec un positionnement très atlantiste. C'est-à-dire au moment où on rentre dans le commandement de l'OTAN, qui est une catastrophe, puisqu'on se met sous le commandement américain dans l'OTAN. Mais on sortait de 2003, que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire le refus de la France de participer aux deuxièmes frappes contre Saddam Hussein. Qui était dans la, Donc, qui était dans la filiation de la politique étrangère en France. Il y avait une rupture. Oui. L'équilibre avait déjà été rompu. Je pense qu'il y a un peu une mythologie derrière la position de la France qui serait pas si atlantiste que ça. Parce que quand on regarde historiquement, si on met à part 2003, il n'y a jamais aucune décision de la France qui va contre les États-Unis. Et en 2003, on refuse d'intervenir en Irak, mais en 2001, après les attentats du 11 septembre, on intervient en Afghanistan. La première guerre du Golfe, on intervient aux côtés des Américains. Donc il faut aussi relativiser cette vision très sous commandement français. Hein. Oui, mais ça change quand même. Non, mais enfin, soyons sérieux. En 2001, en 91, la guerre qui est menée, elle est menée par les États-Unis. Et la France, elle intervient aux côtés des États-Unis. Alors après, on peut habiller ça sous commandement français, mais je veux dire, il y a quand même une mythologie derrière ça. Quand on regarde historiquement, la France a toujours été aux côtés des États-Unis dans les moments vraiment clés. Et vraiment, c'est vrai que 2003 est un cas très à part et très particulier parce que non seulement la France s'est opposée, mais elle a pris la tête de l'opposition. C'était une rupture. Et donc, je trouve que pour le moment, il n'y a pas vraiment de différence très forte entre ce que Macron fait et ce qu'on a pu voir avec d'autres présidents. Ce qui va être intéressant, c'est de voir dans quelle mesure Emmanuel Macron, qui semble vouloir jouer ce jeu-là pour influencer les décisions de Donald Trump, aura ou non de l'influence sur ce que décidera Trump et sur la position des États-Unis. Pour l'instant, par exemple, si on prend le cas du retrait de l'accord sur le climat, il ne s'est rien passé depuis les grandes déclarations d'Emmanuel Macron. Et ça va être ça quand même. Non, mais bien sûr. Mais c'est ça qui, à terme, dira si la stratégie de Macron est la bonne ou pas. On va voir, est-ce que Trump finalement reste dans la COP21 ou pas? À mon avis, il faut distinguer le civil et le militaire. En termes militaires, la France sait très bien qu'elle n'a pas les moyens de faire cavalier seul et qu'elle est effectivement l'allié. Et d'ailleurs, dans la lutte contre le terrorisme islamiste, notamment au Sahel, etc. Les Américains et les Français sont alliés. Dans tout ce qui est militaire, on est alliés. En Syrie, on était alliés. En revanche, sur le plan civil, effectivement, je pense que Macron rêve peut-être de faire revenir Trump sur sa décision de transporter l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, qui a un conflit potentiel, effectivement l'accord sur le climat, effectivement l'accord sur l'Iran, tous ces sujets-là qui ne sont pas stricto sensu militaires, je pense que Macron espère pouvoir tenir un discours qui infléchira Trump. Sur le côté militaire, je suis entièrement d'accord avec vous, la France est totalement alignée sur les États-Unis et sur l'OTAN et depuis de longues années. Le dernier mot à nos chers internautes sur ce dossier. Betsy qui nous dit le suivisme aveugle des Américains dans des aventures où nous n'avons pas d'intérêt est absurde. On imagine que c'est une allusion à l'intervention en Syrie. Isométrique nous dit Trump a un meilleur bilan en politique extérieure qu'Obama, en tout cas pour l'instant. Et quant à Adam, il nous dit Poutine est vu comme le sauveur en Syrie, a profondément modifié l'opinion publique et celle de beaucoup de politiciens. Effectivement, on voit qu'il y a eu d'ailleurs des désaccords au sein de la classe politique française suite à l'intervention militaire de notre pays en Syrie. On passe à un deuxième sujet ce week-end dans le Parisien. 300 personnalités d'horizons très divers ont signé un manifeste contre le nouvel antisémitisme dans lequel on dénonce d'abord une forme, j'ouvre les guillemets, d'épuration ethnique à bas bruit dont sont victimes les Juifs en Île-de-France, un certain nombre d'entre eux étant